de l'exigence des citoyens. Lorsqu'on est élu dans les responsabilités de proximité, on se rend bien compte que les citoyens sont très demandeurs de retour de l'action politique qu'on mène, et sont aussi très demandeurs de comprendre ce qui se passe, et non plus que les décisions arrivent toutes faites d'en haut, ils veulent participer à la décision. Alors ça, c'est pas toujours resté comme ça. Il y a eu des périodes où on s'est dit que la démocratie représentative, c'est-à-dire que les élus avaient la capacité de donner une vision, d'éclairer, qu'on les suivait aveuglément. Aujourd'hui, la donne est en train de changer. Ce qui est peut-être différent, c'est que dans les autres périodes de l'histoire de France, en tout cas du XXe siècle, quand il y a eu des crises de cette démocratie représentative, c'est que nous étions dans des moments très forts de crise économique, sociale, telle entre deux guerres, où à ce moment les partis d'extrême droite notamment avaient mis en défaut le Parlement. C'était dans les années 68, où cette fois-ci c'était la gauche qui prenait une autogestion et une vie en commun. Aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Ce qui m'amène, après la présentation de ces manifestations de la crise, à parler de représentativité. Plusieurs choses sont reprochées aujourd'hui aux partis politiques et aux élus. C'est de ne présenter souvent que des hommes. Donc, la question des femmes et de la parité s'est donc posée très fortement. D'avoir une représentativité sociale pas très diverse non plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, on reprochait autrefois qu'il n'y ait que des agriculteurs à l'Assemblée. Aujourd'hui, on reproche qu'il n'y ait que des fonctionnaires et des énarques très souvent. Et puis vient d'émerger, et en tout cas plus fortement, la question de la représentativité de la diversité française ou des minorités visibles. Enfin, les termes changent, et à tel point qu'on a aussi, qu'on parle aujourd'hui, de la même façon qu'on a parlé de parité, qu'on parle de quotas. Alors, je voudrais revenir là-dessus, puisque c'est l'intérêt peut-être du propos aujourd'hui. Déjà en différenciant deux choses. J'ai été élue en 2001 pour la première fois sur une liste municipale, très honnêtement parce qu'il y avait une loi sur la parité, et donc les partis politiques cherchaient des femmes à mettre en avant. Alors, je ne nie pas que j'avais sûrement de grandes qualités personnelles, mais il est vrai que quand on est venu me trouver, le parti auquel j'appartenais déjà m'a dit on cherche des femmes, il nous faut des femmes qui veulent se présenter sur une liste. Donc c'est vrai que cette loi sur la parité a permis à des femmes en 2001 d'avoir de nouvelles responsabilités. Pas autant qu'il l'aurait fallu, parce qu'elles sont très peu présentes dans les exécutifs, malgré tout, que quand elles sont adjointes au maire, elles ont en général les questions sociales et pas les questions sérieuses, entre guillemets, comme les finances ou l'urbanisme. Ça, on a pu le constater avec le recul, et la loi est en train de changer. Sur la question, c'est quand même une question que moi je sépare de la question de la diversité, du fait d'être noir ou arabe ou asiatique, enfin, en tout cas d'origine sur une liste, parce que pour moi quand même les femmes représentent la moitié de l'humanité, donc qu'on exige la parité, c'est normal. Le fait d'être noir en minorité dans un pays, de mon point de vue, une question de situation plus que quelque chose d'intangible. Donc je ne suis pas favorable, je le dis tout de suite, à ce que ce serait une loi similaire pour qu'on ait un certain nombre de noirs à l'Assemblée nationale. Je ne serais pas favorable au quota, mais j'attends bien sûr dans le débat qu'il y ait des réactions là-dessus. En revanche, il y a un vrai problème. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de noirs parce qu'il y a tous ceux qui viennent des Antilles, des DOM, qui pose peut-être la question pour les Antillaises de façon différente de ceux qui sont issus d'autres minorités, dans d'autres histoires en France, parce que peuvent se sentir peut-être plus légitimement non représentés. En même temps, se pose la question, et je vais suivre là-dessus, d'une forme d'universalité. Nous ne pouvons pas partir, me semble-t-il, sur un combat de noirs qui représenteraient des noirs ou des maghrébins qui représenteraient des maghrébins. C'est quelque chose qu'on entend peut-être, qu'on commence à entendre un peu aujourd'hui. Il faut que nous gardions en tête que nous avons représenté toujours tout le monde. C'est ainsi qu'en 2004, donc je forçais avec peu mon expérience, je suis partie aux élections cantonales, désignée par mon parti pour le représenter, qui est une élection particulière pour le Conseil général puisqu'on est tout seul. On n'est pas sur une liste, on n'a pas de suppléant, c'est la seule élection de ce genre. Et donc on est à un moment seul face à des électeurs qu'on doit convaincre.
et que j'y suis partie avec la force d'un parti politique, avec forcément un programme, un projet, et avec tout ce que je pouvais représenter, c'est-à-dire une femme qui est noire aussi et qui est jeune. C'est de moins en moins vrai, ça c'est quelque chose qui va évoluer au cours du temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis la plus jeune de l'Assemblée au Conseil général, attention sur la Benjamine, et que donc ce qui a, je crois, porté le plus, c'est la capacité de renouvellement, et qu'on peut s'inscrire dans un processus politique où on ne va plus se définir désormais que comme noir, ou comme arabe, ou comme autre chose, ou comme une religion. Et si ça devient la définition même de ce qu'on est, nous n'arriverons plus à vivre ensemble. Alors je sais bien que le modèle d'intégration à la française n'a pas été une réussite flagrante tout le temps, ça a dépendu des époques. Qu'en tout cas aujourd'hui, on est vraiment à un moment charnière. On peut se dire, ne nous définissons plus qu'à travers une couleur, parce qu'encore que noir, j'ai des histoires différentes. Si on a une couleur, alors est-ce qu'on se définit uniquement à travers notre couleur, et comment après vivons-nous face ou contre les autres, parce que dans les banlieues, le problème de fond est effectivement, et Philippe Laboudra l'a dit, que les gens y ont été logés ensemble et que de fait on reconstruit une vie liée à la provenance d'un pays. On s'est retrouvé avec des immeubles où il n'y avait que avant, là j'ai l'exemple en tête, des immeubles où il y avait des Comoriens, d'autres il y avait des Antillais, d'autres il y avait des gens qui venaient d'Algérie, et puis ailleurs un quartier où il y avait des Italiens et Portugais, parce qu'avant on a toute l'histoire d'immigration qui est représentée depuis celle du début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a pu construire le fait de vivre, de se replier sur soi, et c'est un vrai danger. Sans rentrer dans l'exagération sur le communautarisme aujourd'hui, quand même on constate dans nos écoles et dans nos collèges un repli qui peut être dangereux si nous adultes nous n'y faisons pas aider, que certains choisissent un peu partout. On peut s'identifier en disant on s'organise en noir qui défendons des choses, c'est une deuxième façon de procéder, et certains le prônent aujourd'hui, le font. C'est vrai que ce n'est pas les voies, ce ne sont pas les voies que j'ai choisies, ça ne rend pas forcément pour autant à faire de la figuration. L'étape d'après, c'est de se dire, je m'inscris dans un parti politique dont je partage des valeurs, et les valeurs qu'il prône, et dans ce parti politique, on transforme les choses dedans et dans sa pratique politique aussi. J'ai eu la chance d'être élue non seulement sur une liste municipale où là on est choisi par une équipe, mais d'être élue toute seule avec des citoyens qui directement exprimaient le fait qu'ils me choisissaient pour les représenter à l'Assemblée départementale. C'est ce qui rend les choses fondamentalement différentes et qui fait qu'on passe du statut d'alibi potentiel à quelqu'un qui a la légitimité du vote et de la représentation. De la mémoire enchaînée à la mémoire assignée, les consciences du tout monde face à l'expérience du gouffre transatlantique. Donc, mesdames, messieurs, je m'en vais vous adresser une question qui, après avoir longtemps été oblitérée et différée, se fait depuis quelques décennies, épineuse et même dans certains cas virulente. Il s'agit du rapport paradoxal et contradictoire que les consciences occidentales ou occidentalisées et ce que Édouard Glissant, un intellectuel martiniquais, qu'on ne présente plus, je pense, a désigné comme le tout-monde. Un rapport que ces consciences entretiennent avec l'expérience du gouffre, d'après le même Édouard Glissant. Patrick Chamoiseau préfère quant à lui parler de crimes destructeurs et fondateurs. Je veux parler de la traite et de l'esclavage des Noirs en Caraïbes, dans les Amériques, à partir du XVIe siècle jusqu'aux dates de leur abolition au pluriel au XIXe siècle. Rappelons rapidement que cette expérience du gouffre a été triplement marquée par les termes divergent. Il y en a qui l'appellent, bon je vais rester là-dessus, un déchoucage, c'est-à-dire un arrachement violent et déstructurant en Afrique, un replanté ou un déplanté en Caraïbes-Amérique, et par ce qu'on appelle aussi une révolution de l'être dans ces mêmes lieux devenus depuis des territoires.
qu'on oppose en général, effectivement, aux immigrés de la dernière génération, la dernière catégorie d'immigrés, à savoir les gens qui sont issus donc, de la décolonisation, en particulier les Africains du Nord et les Africains du Sud. Donc c'est un discours qui les concerne principalement, c'est eux qui en sont l'objet. Ils sont posés quelque part un peu donc, comme des coupables. Comme des coupables, ils sont accusés de victimisation, on les pose comme coupables. Donc c'est un discours qui est extrêmement pernicieux, c'est un discours de culpabilisation et qui affecte en particulier cette catégorie de la population. Pour parler de ce fameux modèle français d'intégration, en fait c'est un modèle qui est abstrait, qui a été reconstruit après tout. Il n'y a jamais eu de modèle français d'intégration. Le seul modèle français d'intégration qui a été défini, donc en termes normatifs, c'est la Constitution de 1793, parce que, bon, rappelons que le mythe fondateur, donc l'acte inaugural de la France moderne, c'est la fameuse Révolution de 1789, et surtout la Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, et la fameuse Constitution de 1793, donc la Constitution montagnarde jacobine, de Robespierre et de Saint-Just, qui prévoyait que tout homme avait deux patries, donc la sienne propre et la France. Voilà. Il y avait cette vocation donc, de la France, effectivement, l'universel, à représenter l'universel, à servir en quelque sorte de patrie, de patrie de secours, de patrie de recours, à quiconque se sentait persécuté dans les empires donc, qui environnants. Donc cette constitution n'a pas duré longtemps, puisque vous savez, le Montagnard a été renversé, et il y a eu ce qu'on appelle la réaction thermidorienne. Donc on est revenu à une conception beaucoup plus étroite donc, de la nationalité. Donc voilà, c'est le seul modèle qui a été défini et qui a été aboli. Par la suite, effectivement, il faut faire un saut dans l'histoire. La Deuxième République, la Troisième République, la Quatrième et la Cinquième. La République française s'est trouvée confrontée donc, à une vague d'immigration, notamment avec des conflits qui se déroulaient donc, dans les pays environnants. D'abord, une première vague d'immigration qui a été, donc, je crois, les Italiens, après la Révolution italienne, et après donc, les Espagnols et les Portugais, et puis les Polonais. Ces vagues d'immigration, d'après ce qu'on dit, d'après cette histoire anachronique qu'on raconte, ont été successivement donc, intégrées. Et on laisse entendre que cette intégration, un mot aussi magique, cette intégration se serait faite facilement. Ce n'était pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Ces gens ont eu des pires difficultés effectivement à s'intégrer. Ils ont été victimes donc, de la xénophobie, pas de racisme. C'était une xénophobie, ils ont eu de la peine effectivement à s'intégrer. Ils ont fini par être intégrés. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle couche d'intégration qui arrive, d'immigration, ou d'immigration qui arrive, les autres qui étaient les autres qui précédaient avaient eu donc le bénéfice donc, de l'intégration, et la fonction du bouc émissaire va être jouée par les nouveaux arrivants. Donc les trois catégories que j'ai énumérées tout à l'heure, qui sont d'origine européenne, ont été facilement donc, en quelque sorte intégrées, mais avec les difficultés qui étaient inhérentes effectivement à l'entreprise. Après, avec la décolonisation des années 60, va assister donc, à cette vague d'immigration en provenance donc, de l'Afrique du Nord principalement et de l'Afrique noire accessoirement, et maintenant l'accusation permanente du communautarisme. Il y en a qui font du communautarisme ici parce qu'ils ne leur reprochent rien. La semaine dernière, ils sont tous partis, tous les hommes politiques français sont partis à un petit jeu communautaire. Ils sont partis se faire danser là-bas. Il n'y a pas plus communautarisme que la science à laquelle ils ont assisté. C'est du communautarisme pur, même, de sa plus pure expression. Personne ne parle du communautarisme là, parce qu'on voit très bien effectivement que le statut des uns et des autres n'est pas le même. Donc il y a une discrimination effectivement de la discrimination. Donc ça c'est extrêmement important. Donc le terme communautarisme, effectivement, c'est un faux concept, c'est un idéologène qu'on invente effectivement pour culpabiliser les victimes, pour les empêcher surtout de s'organiser effectivement pour se défendre. Donc il y a d'abord ça. La notion de discrimination positive. C'est extrêmement important, la discrimination positive. Est-ce qu'il faut en faire? Est-ce que c'est dans ces termes que ça se pose? A priori, personne ne veut qu'on fasse la discrimination positive, parce que ça dévalorise celui qui pourra en bénéficier. Mais ce n'est pas une question récente. Déjà, un prêtre, Lacordaire, un coach aussi similaire en mélatronique qui s'appelle Lacordaire, Madame Néplutôt qui disait entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime, et c'est la loi qui libère. Et récemment, un des plus grands idéologues libéraux français qui s'appelle Raymond Aron, il disait que l'égalité suppose que la loi est le plus faible. C'est clair, parce que la loi elle est abstraite. La loi est abstraite. La loi méconnaît effectivement les différences. La loi définit des principes généraux qui s'appliquent à personne en particulier. Je crois vous l'a dit, le mandat n'est pas impératif, le député tel qu'il est élu, il ne représente pas ses électeurs, il représente la nation donc d'une manière générale. Mais la loi est toujours en relation, en interaction avec les mœurs. Tous les penseurs de la philosophie des Lumières ont souligné cet aspect. Que sont les lois, sont les mœurs, donc disait la condition donc, de ces peuples, donc des Noirs et des Arabes, et accessoirement donc des Antillais. Si ceux qui n'en veulent pas, ça veut dire qu'ils cautionnent le racisme. C'est simple. Qu'est-ce qu'ils choisissent? Ils choisissent un principe abstrait
l'égalité, le modèle forcé d'intégration, et la réalité même. Donc les contraintes de la réalité qui sont liées à de l'injustice. Pourquoi est-ce qu'en prison, il n'y a que des gens qui poursuivent des migrations? Parce que la marginalité est source de criminalité. L'incivilité, c'est quoi? C'est la marginalité. C'est clair. Comment se fait-il qu'en matière d'emploi, comment se fait-il qu'en matière de logement, c'est toujours les mêmes qui sont discriminés? Il y a un nom. Il y a un nom à ça. C'est le racisme. Donc il faut avoir la franchise de voir la réalité en face, ne pas utiliser des mots bien, pour gommer magiquement cette réalité, et l'affronter de face. D'ailleurs, Le Pen, au moins, il est clair. Hein. Le Pen, il est clair. Vous savez, Le Pen dit, il y a eu une discrimination, ce qu'on appelle la hiérarchie socio-biologique de l'éducation. J'aime ma fille plus que ma cousine plus que ma voisine, ma voisine plus que ma copine. Et c'est clair, c'est comme ça que ça se passe. On aime plus les Espagnols, les Juifs, les Polonais, les Portugais, les Italiens, les Arabes. Et les Arabes plus que les Noirs, nous sommes pratiquement en dessous des chaînes. À la bourse des valeurs humanitaires, c'est notre cause qui est la montée. Voilà, il faut dire. Donc, effectivement, vous savez, il y a des échéances électorales aujourd'hui. Vous voyez, il y a un des grands écrivains africains qui s'appelle Momo Betty. C'est pas moi. Pour moi, on dit que le plus grand écrivain africain, c'est Aimé Césaire. Vous savez très bien, donc il y a une espèce de population qui vient par l'Afrique. Après, il y a Senghor. Après, Momo Betty. C'était de l'Afrique francophone. Momo Betty disait, on se gêne moins avec le noir qu'avec les autres. Ça, il y a une chose qu'on ne fera qu'à nous, qui ne fera personne d'autre. Quand à 4 h du matin, on envoie des policiers tabasser des enfants et des femmes noires, le jour des enfants d'école, vous savez par qui? On ne fera ça qu'à nous, ça c'est clair. C'est très clair. Et maintenant, la nouvelle image qu'on va nous assigner, c'est que nous sommes maintenant des anti-blancs, des racistes anti-blancs, antisémites. Voilà. Antisémitisme comme si, avec les noirs, comme si les petits problèmes entre les arrêts et les sémites nous concernaient. Donc ils vont trouver des noirs antisémites. Comme c'est la nouvelle religion française aujourd'hui, donc on veut maintenant le stigmatiser avec ça. Alors nous ne sommes en rien concernés par ça. À la limite, nous avons une sécurité victime de tout ce monde-là. Comme ça s'est passé dans le régime national qui ne veulent pas perdre leur monopole, qui font tout pour disqualifier effectivement cette phare de mémoire qui commence à ressurgir. Vous prenez un type comme Alain Kikemkro, intellectuel communautariste s'il en est, qui passe en temps à discréditer les Noirs, à tenir un discours raciste, et puis que personne, et ça ne gêne personne, il compte toujours à la télé. Hein. France Culture, c'est maintenant c'est sa radio, ça lui appartient. Et personne pour le lui reprocher. Mais un Noir aurait dit le millième de ce qu'il raconte, mais ce Noir-là sera en prison 10 000 fois. On l'aurait stigmatisé, cloué sur la place publique, mais il se le permet. On voit très bien qu'il y a un rapport de force mémorielle. Il y en a dont la mémoire effectivement peut briller, peut effectivement servir à alimenter la conscience universelle, même devenue carrément une nouvelle religion, parce qu'on en est à la limite, franchement, donc une biologie. Hein. Donc c'est vrai. Donc la mémoire négrière, la mémoire de la traite, la mémoire de la colonisation, c'est une mémoire qui était enfuie, elle émerge, en même temps que la communauté noire se constitue. Voilà, elle s'organise, elle se constitue, et c'est normal qu'elle se fasse. Elle n'a pas à se laisser terroriser ou culpabiliser par une question de communautarisme. Parce que, effectivement, l'initiative qu'a pris le CRAN à Paris, de faire compter quelle est la force réelle, force électorale, dans ces termes-là, donc la force électorale, numérique, démographique réelle du Nord, c'est une très 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 bonne initiative. Parce que c'est ça que ça fait comprendre. Ça fait comprendre qu'il y a une communauté noire, qu'elle a maintenant un fonctionnement communautaire, qu'elle a un réflexe communautaire et qu'elle va peser sur les élections. Il faudrait qu'on le fasse, on n'a pas à se laisser inhiber par ce discours qui cherche à nous culpabiliser. Dès l'instant où on accepte le discours de l'autre, le regard de l'autre, la représentation de l'autre, la perception de l'autre, qu'on se conforme à ça, mais on a perdu la bagarre. On a parlé de crise des concepts, crise de domination. Si vous acceptez les concepts de l'autre, ces termes, vous avez perdu. C'est à vous forger votre concept, à vous forger votre mémoire, à vous forger votre histoire, à le greffer sur le récit national. C'est ça la démocratie.